Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de langage Python. Dans les vidéos précédentes de cette playlist du cours, on a vu les instructions de base et après on a vu les structures conditionnelles. Aujourd'hui, nous allons voir et découvrir ensemble les structures répétitives. On va d'abord comprendre pourquoi on doit utiliser les structures répétitives, les rôles des structures répétitives, des exemples des structures répétitives et bien sûr comment utiliser les structures répétitives dans un programme avec le langage Python. Alors, pour bien comprendre pourquoi on utilise les structures répétitives, je vais commencer par cette activité. On suppose qu'on a un élève qui voulait savoir la table de multiplication du nombre 7. Il ne sait pas comment calculer, par exemple, ça juste un exemple, la multiplication de 0 fois 7, 1 fois 7, 2 fois 7, ainsi de suite. Alors, la solution idéale, c'est d'utiliser une tablette ou bien un ordinateur qui contient un logiciel et après, ce logiciel ou bien cette application va permettre à l'étudiant ou bien à l'élève dans ce cas-là de savoir la table de multiplication de nombre 7. Alors on va essayer ensemble d'écrire le programme qui permet de réaliser cette tâche-là. Donc à partir de ce qu'on a vu déjà dans les vidéos précédentes, donc la première chose bien sûr sera de calculer par exemple la variable dans ce cas-là m. Donc on affecte à m 7 fois 0 et après nous pouvons ajouter ce message-là, donc 7 fois 0 égale et après on affiche la valeur de m. La valeur de m dans ce cas-là c'est 0. Et après on fera la même chose avec 7 fois 1. Donc on utilise la même variable, dans ce cas-là, la variable m dans ce cas-là sera affichée. Donc on va afficher à l'écran 7 fois 1, c'est-à-dire 7. Et on fera la même chose avec les autres nombres. 7 fois 3 et on affiche la valeur de m, 7 fois 4 et on affiche la valeur de m, 7 fois 5 jusqu'à 7 fois 10. Comme vous pouvez remarquer ici, donc la même instruction, donc on a deux instructions qui se répètent. Le problème sera posé bien évidemment lorsque vous avez 10 milliers et 10 lignes. Par exemple, vous voulez calculer la multiplication de 7 fois 0 jusqu'à 7 fois 1000. Donc vous allez répéter deux instructions, dans ce cas-là, 1000 fois. Alors ça, c'est pas une solution idéale pour écrire cet algorithme ou bien pour résoudre ce problème-là. Avec les langages de programmation et aussi avec l'algorithmique, on peut utiliser une autre stratégie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les structures répétitives. Les structures répétitives, sans qu'on ait avec le nom du boucle, permet d'exécuter plusieurs fois une séquence d'instructions, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a deux instructions qui se répètent. Alors, nous pouvons répéter ces instructions-là, utiliser une boucle qui permet de répéter ça plusieurs fois. Donc, dans le langage Python et aussi avec les autres langages de programmation, les nombres de répétitions peuvent être connus à l'avance, fixés à l'avance, comme le cas de la table de multiplication de 7. On sait bien qu'on va répéter deux instructions 10 fois. Mais il y a des cas où le nombre de répétitions dépend d'une condition, c'est-à-dire on ne connaît pas à l'avance le nombre de répétitions. Mais le nombre de répétitions, il dépend d'une condition. Comme par exemple, on donne la possibilité à l'utilisateur pour saisir un nombre positif et on va répéter ça jusqu'à ce que l'utilisateur entre un nombre positif. Par exemple, au début, l'utilisateur il pourra saisir par exemple la valeur moins 2. Dans la deuxième itération, il va saisir moins 4. Dans la troisième itération, moins 8. On ne sait pas combien de fois l'utilisateur va par exemple faire une erreur pour saisir un nombre positif. Mais par exemple, après 5 fois, il va saisir 2. Donc ici, on sait bien qu'on va répéter, on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre positif, dans ce cas-là, 4 fois. À notre utilisateur, lorsqu'on demande à cet utilisateur de saisir un nombre positif, cet utilisateur peut donc saisir le nombre dans la première fois. Par exemple, il va saisir 10 dans la première itération. Un autre utilisateur, l'utilisateur numéro 3, c'est toujours une condition. La condition, c'est que le nombre doit être positif. Par exemple, il va saisir au début moins 10, mais dans la deuxième itération, il va saisir par exemple 4. Donc ici, comme vous pouvez remarquer là, le nombre de répétitions, c'est 4. Ici, c'est une seule fois. Ça, c'est 2 fois. Donc ici, le nombre de répétitions dépend d'une condition. Ici, on doit utiliser un autre type d'e-boucle. D'une façon générale, comme j'ai déjà dit, il y a deux types d'e-boucle. Le premier type, où le nombre de répétitions est connu à l'avance, par exemple la table de multiplication de 10, ou bien le nombre de répétitions dépend d'une condition. Dans le premier type, on utilise la boucle for.
Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser cette boucle-là. Dans le deuxième type, on utilise un autre type de boucle, on l'appelle la boucle while, et dans la vidéo suivante, vous allez découvrir comment utiliser cette boucle et bien sûr des cas et des exemples d'utilisation de cette boucle. Alors, comme j'ai déjà dit, on va commencer dans cette vidéo avec la boucle for et je passe directement à la définition de la boucle for. Donc, la boucle for, comme j'ai déjà dit, permet d'exécuter une séquence, c'est-à-dire un ensemble des instructions, 3 instructions, 10 instructions, n'importe quelle instruction, plusieurs fois, mais ces fois-là sont connues à l'avance. Donc on sait dès le début le nombre de répétitions de cette séquence des instructions. Alors, la syntaxe d'utilisation de la boucle for. Donc, pour utiliser la boucle for, d'abord, donc, il doit écrire la boucle for. Ici, la variable i. Donc, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire la variable i. Donc, cette variable doit être dans une séquence. Donc, il faut différencier entre cette séquence-là et cette séquence-là. Cette séquence-là, c'est les instructions qu'on va exécuter ici. Et cette séquence-là, donc, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire cette séquence. Donc, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire cette séquence. La séquence dans les autres langages de programmation, comme par exemple le langage C, ce sont, par exemple, les tableaux. Donc, dans le langage Python, on n'a pas cette notion des tableaux, mais on a d'une façon générale la séquence. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire une séquence. Alors, une séquence en Python, il y a plusieurs séquences. Donc, il y aura bien sûr d'autres vidéos qui expliquent les séquences, mais juste pour utiliser la boucle for, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire une séquence. Alors, il y a les séquences des listes, les dictionnaires, les tuples, il y a plusieurs. Malheureusement, dans ce stade du cours, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire les listes, qu'est-ce que ça veut dire les dictionnaires, qu'est-ce que ça veut dire les tuples et aussi les d'autres séquences. Mais on a vu un type de séquence qu'on a vu ensemble, ce sont les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères dans le langage Python sont utilisées comme des séquences. Qu'est-ce que ça veut dire une séquence? C'est un ensemble, donc on va découvrir ça après, c'est un ensemble, par exemple, du nombre 1, 2, 3, 4, donc ça c'est une liste. Ou bien une chaîne de caractères, comme par exemple Python. Par exemple, Python, c'est une chaîne de caractères. Donc lorsqu'on stocke ça, ou bien on utilise une variable, par exemple C, on affecte à C Python, C est considéré comme une séquence, donc une séquence bien sûr des caractères, ça c'est le premier caractère, ça c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. On sait bien maintenant ce que ça veut dire une séquence, c'est un ensemble des données qui sont stockées dans la même variable. Donc nous aurons l'occasion dans les vidéos suivantes pour découvrir ce que ça veut dire les séquences en détail, mais juste pour utiliser la boucle for, donc on doit expliquer ce que ça veut dire une séquence. Donc je vous donne un exemple d'une séquence. Par exemple, on suppose qu'on a une variable, la variable ici contient le mot Maroc, alors nous pouvons utiliser la boucle for sur cette chaîne de caractères de la manière suivante. Donc vous écrivez d'abord for, après la variable i, donc maintenant je vais expliquer ce que ça veut dire la variable i, in, donc ça c'est une mot-clé, i doit être dans ici payé, donc payé c'est la variable, payé. Et après on affiche i, donc je vais expliquer ce que ça veut dire ça. D'abord, lorsqu'on déclare ça dans la mémoire de l'ordinateur, dans le langage Python, on écrit payer reçoit Maroc, ça permet de créer la séquence suivante dans la mémoire de l'ordinateur. Payer, ça c'est le nom de cet espace mémoire, et ça c'est la première case, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième, ça c'est la quatrième et la cinquième. Après, lorsqu'on utilise for i in payer, donc ça permet de faire quoi? Permet à i de parcourir cette chaîne de caractères, c'est-à-dire que i au début, donc ici, il y aura plusieurs répétitions. Donc on répète cette instruction ou bien cette instruction-là plusieurs fois. Donc le nombre de fois, c'est le nombre de fois que i va parcourir le pays. Donc i au début, dans la première répétition, sera ici. Dans la deuxième répétition, troisième, quatrième, cinquième. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on aura bien sûr dans ce cas-là 5 répétition, et à chaque fois, donc i au début va contenir la valeur m, donc et automatiquement lorsqu'on utilise ça dans la mémoire, donc dans une application comme là, donc lorsqu'on affiche i dans la première itération, donc on affiche tout simplement la valeur m. Lorsqu'on passe à 2 dans la chaîne, donc on affiche a, r, o, i, c.
Voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation de la boucle for sur une chaîne de caractères. Mais notre objectif, toujours, c'est pas d'utiliser la boucle for sur une chaîne de caractères. Nous voulons utiliser la boucle for pour répéter un certain nombre d'instructions un nombre de fois. C'est pas le nombre de fois ici, c'est la taille du pays. Donc la taille du pays dans ce cas-là, MAROC, c'est 5. Mais nous voulons, nous, définir le nombre de répétitions ici. Donc, est-ce qu'il y a une méthode? Oui, bien sûr, avec Python, il y a une méthode, c'est d'utiliser la fonction range. La fonction range, c'est utilisée de la manière suivante. Donc, il y a normalement 3 utilisations de la fonction range. Peut être utilisée de cette manière, ou bien de cette manière. Au début, toujours on utilise n. Ici, on utilise 2 variables, n et m. Ici, on utilise 3 choses, n, m et p. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire ces variables-là. Lorsqu'on utilise range avec la première méthode, c'est-à-dire range m, et on utilise par exemple, je vais prendre un exemple, c'est 8. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer la séquence. Ça, c'est une séquence. La séquence des nombres suivantes. Donc, ça, c'est donc le premier élément de la séquence, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, automatiquement, lorsque vous utilisez range va créer, d'une façon générale, une séquence qui commence avec 0, 1, 2, jusqu'à, il faut faire attention, n-1. Donc, ici, 8 n'est pas inclus dans la séquence, puisqu'on commence d'abord avec 0. Donc, ça, c'est la première manière pour utiliser la fonction range. La deuxième manière pour utiliser la fonction range, c'est la méthode suivante. On utilise 2 paramètres ici, n et m. Donc, automatiquement, cela va permettre de cadrer notre séquence. Donc, ça, c'est le premier élément de la séquence. Et bien sûr, ça, c'est ici 16. Comme n, dans le premier exemple, n'est pas inclus dans le tableau. Donc, c'est-à-dire, on va commencer de 8. Ça, c'est aussi une séquence des nombres. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et finalement 15. Donc 16, il faut faire attention. 16 n'est pas inclus. Lorsqu'on utilise d'une façon générale range avec cette manière-là, cela permet, comme j'ai déjà dit, de créer une séquence qui va aller de n plus 1, n plus 2, jusqu'à n-1. Donc vous pouvez soit utiliser la première manière, soit utiliser la deuxième manière. Aussi la troisième manière, ou bien la troisième méthode pour utiliser la fonction range, n, m et p. P dans ce cas-là permet de préciser le pas. Ici, comme vous pouvez remarquer dans la première utilisation, ou bien la deuxième utilisation, le pas toujours c'est, on passe d'ici à ici, avec 1. Toujours on ajoute 1. Donc, des fois, nous voulons préciser, nous voulons passer de 2, par exemple 0, 2, 4, ou bien de 3, ou bien de 5, n'importe quel nombre. Donc, pour préciser le pas, donc il faut utiliser 3 paramètres. Donc, la valeur de départ, m, donc automatiquement, dans ce cas-là, on va aller de n plus pi, n plus 2pi, n plus 3p, ainsi de suite. Jusqu'à... donc ici, donc, la valeur m, comme j'ai déjà dit, n'est pas inclue. Donc toujours on arrive, donc la dernière valeur doit être inférieure à m. Alors, je vous donne un exemple. Lorsqu'on utilise range de la manière suivante, 0, 22, donc la 22 c'est la dernière valeur, et on passe de 3, donc le pas ici c'est 3. Donc cela va permettre de créer la séquence suivante. D'abord 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 23. Donc c'est à vous de choisir toujours l'utilisation de la fonction range selon bien sûr les exercices ou bien selon les problèmes sur lesquels vous travaillez. Donc maintenant je reviens à la boucle for et je vais vous montrer maintenant comment utiliser la fonction range avec la boucle for. Donc généralement dans la plupart du temps on utilise la boucle for avec la fonction range. Donc je vais vous donner un exemple. Donc supposons que nous voulons afficher à l'écran les valeurs suivantes 1, 2, 3, 4, 5.
Donc vous allez imaginer maintenant comment nous pouvons afficher ces valeurs-là en utilisant la boucle for et la fonction range. Donc si vous voulez faire un essai, donc essayez de faire une pause à la vidéo et essayez d'écrire les instructions nécessaires pour faire ça ou bien pour programmer ça. Donc maintenant je vais vous donner la solution. Donc d'abord, bien sûr, on va utiliser la boucle for i. Donc toujours ça, c'est une variable qui permet de parcourir cette séquence. Le i ici permet, comme j'ai déjà dit, de parcourir cette séquence. Donc lorsqu'on écrit range de cette manière, si vous appliquez la deuxième manière qu'on avait pour l'utilisation de range, vous allez écrire donc la séquence suivante. Donc c'est la valeur de départ, c'est 1, après 2, 3, 4, 5. Donc de 1 jusqu'à 6 moins 1, c'est-à-dire 5. Ici, le pas, on n'a pas précisé le pas, donc lorsqu'on ne précise pas le pas sera bien sûr par défaut c'est 1. Et voilà, donc ça c'est donc i, donc au début, donc dans la première itération, puisque ça sont les itérations ou bien les répétitions. Dans la première répétition, i se positionne ici. Donc ça c'est la valeur de i. Alors dans la première itération, lorsqu'on affiche print i, donc cela permet d'afficher 1. Et après, i passera à la valeur suivante, c'est-à-dire toujours dans la séquence, c'est la valeur 2. Et après, lorsqu'on affiche print i, cela permet d'afficher la valeur 2. Lorsque i passe à 3, donc lorsqu'on affiche, donc on affiche bien sûr 3, après 4 et après 5. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la boucle for avec la fonction range pour afficher les 5 premiers chiffres à l'écran. Donc ça c'est une manière, comme vous pouvez remarquer, facile pour utiliser la boucle for. Aussi vous pouvez avoir un souci puisque il y a une différence entre la boucle for dans le langage Python et la boucle for dans les autres langages. Donc l'habitude c'est donc dans les autres langages, par exemple dans le langage C, c'est d'utiliser la manière suivante, for i par exemple, donc au début c'est 0 et inférieur à une condition par exemple n et après vous précisez l'incrémentation i++. Donc c'est exactement la même chose en Java et aussi en C++. Mais en Python, pour utiliser la boucle for, il faut l'utiliser de cette manière, for i, donc ça c'est toujours notre variable qui va parcourir la séquence et après i sera dans cette séquence des valeurs de 1 à 6. Donc c'est à vous de préciser toujours, c'est à vous de préciser la valeur de n et de m et des fois puis donc toujours selon les exercices et selon le nombre de fois. Donc ici le nombre de fois c'est 5, alors on va commencer de 1 jusqu'à 6 pour avoir 5 répétitions à l'écran. Et voilà, donc ça c'est un exemple. Donc d'une façon générale, la syntaxe d'utilisation de la boucle for, comme j'ai déjà dit, est utilisée avec la fonction range. Avec la manière suivante, donc for, i, n, range, ainsi de suite. Donc au début, for et n, ce sont 10 mots réservés, donc on doit préciser donc le mot for et aussi in, ce sont des mots réservés avec le langage Python. Alors qu'est-ce que ça veut dire un mot réservé? Par exemple, lorsque vous utilisez des variables, par exemple vous voulez affecter à n5, ça c'est acceptable, mais vous ne pouvez pas déclarer une variable n de la manière suivante. Donc ça c'est pas acceptable puisque ça c'est un mot réservé. Comme le cas de for par exemple, vous ne pouvez pas utiliser for comme une variable, par exemple 6. Donc ça c'est acceptable. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne for et in. I, c'est, comme j'ai déjà dit, ça c'est une variable. C'est une variable qui permet de parcourir, comme j'ai déjà dit, cette séquence-là, de n à m avec le papi. Donc vous pouvez soit utiliser i, soit utiliser une autre variable g, ou bien d'utiliser donc d'autres variables a. Donc ça c'est à vous de choisir la variable. Donc l'habitude c'est d'utiliser, donc la plupart du temps on utilise i dans les boucles for, mais donc vous pouvez utiliser d'autres variables. Après range, comme j'ai déjà dit, ça c'est une fonction qui permet de créer une séquence des nombres avec bien sûr 3 paramètres. Le premier c'est n, la valeur de départ, ça c'est m, donc on passe de n jusqu'à m-1 et avec un pas de pi. Donc pi par défaut c'est 1. Mais vous pouvez donc définir ou bien donner une valeur à p, donc toujours selon les situations, selon les exercices. Après, donc avec Python, il est nécessaire d'ajouter 2 points. C'est nécessaire, puisque sinon vous aurez une erreur d'exécution. 2 points, et après il faut utiliser l'indentation. Ça c'est l'indentation. C'est nécessaire cet espace-là de l'ajouter, sinon vous aurez une erreur. Après cette partie-là, ce sont les instructions qui seront répétées, c'est la séquence des instructions. Ça,
aussi une séquence. Là, ça c'est l'instruction numéro 1, 2, 3. Vous pouvez ajouter assez d'instructions. Cela dépend des exercices et bien sûr cela sera répété donc de n fois. Donc si vous précisez range n, ça permet de répéter les instructions de 0 jusqu'à n moins 1. Après, donc ça ce sont des instructions qui seront répétées après l'exécution de la boucle, c'est-à-dire après la répétition des instructions, vous pouvez ajouter d'autres instructions et compléter votre programme. Bien, cela toujours dépend de votre exercice ou bien votre problème sur lequel vous travaillez. Voilà, maintenant on va passer à un autre exemple, toujours pour bien apprendre comment utiliser la boucle for avec la fonction range. Donc notre objectif maintenant c'est d'afficher à l'écran Hello World 4 fois. Alors nous voulons afficher Hello World sur l'écran 4 fois. Donc c'est à vous d'écrire les instructions nécessaires. Donc maintenant je vais vous donner la solution de cet exercice. Bien sûr, tout simplement, vous pouvez utiliser la manière suivante, for, toujours i, in range 4. Cela bien sûr permet de créer une séquence de 4 éléments de 0 à 3, c'est-à-dire 4 répétitions. De toute façon, vous aurez 4 répétitions et au moment de répétition, nous pouvons afficher le message Hello World tout simplement à l'écran. Donc, sera affiché 4 fois donc, à l'écran. Et vous donne, par exemple, dans ce cas-là, le résultat suivant. Vous pouvez vous-même tester ce code-là donc pour bien voir, pour bien maîtriser l'utilisation de la boucle for. Vous pouvez utiliser ces valeurs-là, préciser la valeur de L, préciser la valeur de M, préciser la valeur de I, et à chaque fois tester pour apprendre. Donc, ça, c'est la meilleure manière pour apprendre, c'est par le pratique. Learning by doing. Donc, essayez de changer les éléments, de voir, changer la valeur, la variable I, voir donc le résultat, ajouter ici quelque chose, afficher d'autres choses. Donc, il toujours tester pour apprendre. Donc, ça, c'est la meilleure façon pour apprendre la programmation, c'est avec le test. Voilà, ça c'est le deuxième exemple d'utilisation de la boucle for avec la fonction range. Maintenant, vous serez capable de écrire le programme nécessaire qui permet d'afficher la table de multiplication en utilisant la fonction for avec la fonction range. Je vous rappelle que ça c'est le résultat qu'on cherche, donc d'afficher la table de multiplication de 7, 0 fois 7 égale 0, ainsi de suite jusqu'à 10 fois 7. Maintenant on va essayer d'utiliser ce qu'on a vu, donc la boucle for avec la fonction range pour afficher cette table de multiplication. Donc la première chose bien sûr c'est l'utilisation de la boucle for. Donc for i in range 11, cela permet de faire quoi? Cela permet de créer une liste ou bien une séquence qui va aller de 0. Donc lorsque vous précisez 11, donc cela permet de créer 0, 1, 2 jusqu'à 11 moins 1, c'est-à-dire 10. Alors maintenant, vous avez dans i, dans chaque répétition, un élément, soit 0, soit 1 dans la deuxième itération, soit 2 dans la deuxième itération, ou bien, désolé, ici dans la troisième itération, ou bien dans la troisième répétition. Donc ça c'est la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 10e répétition. Et à chaque fois, vous pouvez utiliser cette valeur-là, la valeur de i. Au début c'est 0, 0 fois 7 c'est 0, et après donc la valeur de m dans la première itération, c'est-à-dire lorsque i veut la valeur 0, c'est 0, et après vous pouvez afficher de cette manière, ici c'est un petit message cette fois, donc toujours sera affiché comme télé, et après ici vous pouvez ajouter la variable i, donc ici il ne faut pas oublier les virgules, et après entre deux parenthèses égale, et après virgule, et après la valeur de m. Au début cela permet d'afficher cela. Ici, il y a une petite différence. Normalement, on doit commencer dans l'affichage de 7 fois 0. Donc, ça permet d'afficher 7 fois 0 égale 0. Après, dans la deuxième itération, lorsque i égale à 1, cela permet d'afficher 7 fois 1 égale 7. Dans la troisième itération, 7 fois 2 veut la valeur 14, ainsi de suite, jusqu'à 10 fois 7, ce qui va donner 70. Maintenant, c'est à vous de tester toujours, donc de voir et d'essayer de changer le programme, afficher d'autres choses, appliquer cette boucle sur d'autres situations pour bien comprendre l'utilisation de la boucle for. Maintenant, j'aimerais citer la chose suivante, ça c'est juste une remarque, la différence entre l'utilisation d'une boucle
avec des instructions qui se répètent, comparé avec la solution ou bien avec un programme sans utiliser les boucles. Donc vous allez imaginer maintenant qu'au lieu d'écrire ici, je pense, 20 instructions, vous écrivez uniquement 3 instructions pour faire tout ça. Et si vous avez une série par exemple, ou bien une suite d'un nombre de 0 jusqu'à 1000, donc vous aurez automatiquement 2000 instructions et toujours vous aurez 3 instructions ici. Donc ici juste il faut changer par exemple 11 avec 1001 pour parcourir, pour créer une séquence de 1000 nombres et après chaque fois vous pouvez afficher 7 fois 0, 7 fois 1 jusqu'à 7 fois 1000. Et voilà, donc ça c'est l'intérêt d'utilisation d'e-boucle. Alors, on va passer à un cas pratique, un exemple. Notre objectif ici c'est d'écrire un programme qui permet de calculer la somme des 20 premiers antipositifs, c'est-à-dire les nombres de 0 jusqu'à 20. Nous voulons calculer ici donc la somme, donc 0 plus 1 plus 2. C'est un exemple d'une série. Alors, on va essayer de déterminer quelles sont les données et quels sont les résultats. Ici, la donnée, on n'a pas de données. Donc l'utilisateur ne va pas saisir aucune chose puisque le nombre est défini, c'est 20. Donc vous pouvez après modifier le programme pour afficher la somme de n premiers nombres positifs. Donc si vous voulez, ici juste je vais vous montrer comment afficher la somme des 20 premier antipositif et bien sûr le résultat c'est l'affichage de la somme, donc le résultat. Donc le résultat à la fin, nous devons afficher le message suivant, la somme des 20 premiers antipositifs. Dans ce cas là, si vous calculez ça, c'est 210. Nous voulons maintenant automatiser ça, écrire un programme Python qui permet de faire cette tâche là. Alors je vous donne directement la solution, donc vous pouvez à chaque moment faire une pause et essayer d'écrire le programme et après tester votre programme avec la solution que je vais vous proposer maintenant. Dans cet exemple, ou bien dans ce genre d'exercice, il y a une stratégie à suivre. Donc ici, il y a une répétition. À chaque fois, on doit ajouter la somme d'un nombre à la somme initiale, à chaque fois. Alors là, donc la stratégie, c'est d'utiliser avant le commencement du boucle une variable S et après affecter à cette variable 0. Dans chaque itération, cette variable S sera changée. On va ajouter à S, donc d'abord bien sûr l'ancienne valeur de S plus la valeur à laquelle nous allons arriver dans la séquence, et on va ajouter ça à S et à chaque fois on va modifier S. Alors, donc la stratégie toujours dans cette catégorie, ce genre des exercices, c'est d'initialiser une variable avant le commencement du boucle. Et après vous créez une boucle. La boucle bien sûr c'est for i n. Donc ici la séquence va commencer de 1, donc j'ai commencé ici de 1, pas de 0, puisque 0 changera de toute façon rien dans la somme, donc 1, 2, donc j'ai ici pas précisé le pas, donc bien sûr, puisqu'on a du nombre d'une série, après 3 jusqu'à, donc on va permettre de créer une séquence de 20 nombres. Et après, ce qu'on va faire, donc la stratégie c'est toujours de prendre cette valeur et de l'ajouter à S, à l'ancienne valeur de S. Et après, lorsqu'on passe à l'itération suivante, ajouter cette valeur à l'ancienne valeur de S. Donc ça, c'est la stratégie qu'on utilise dans ce genre d'exercice. Alors pour faire ça, c'est tout simplement, on va écrire S reçoit l'ancienne valeur de S plus I. Et à chaque fois, comme j'ai déjà dit, donc lorsque I égale à 1, 1 plus 0, c'est 1. Et après, on va affecter à S 1. Lorsqu'on passe à 2, 2 plus 1, c'est 3 et affecté à S, 3, ainsi de suite. Et après, vers la fin, on va afficher la somme. Donc la somme, ça c'est juste un message. Et après, la somme des 20 antipositifs. Et après, on affiche la valeur de S. On va maintenant visualiser ce qu'il va arriver dans la mémoire de l'ordinateur. Au début, la valeur de S, c'est 0. Dans la deuxième instruction, on va créer une liste, comme j'ai déjà dit, de 1 à 21. Et après I, à chaque fois, il va prendre une valeur de cette séquence. Alors cela donc permet d'abord de créer I et après à chaque fois donc I passera dans la première ici, donc ça c'est la première itération ou bien la première répétition, la valeur de I c'est 1. Après on va faire quoi? On va ajouter 1 avec
0, donc ce qui va donner à S la valeur 1. Et on passe à l'itération numéro 2 ou bien la répétition numéro 2. Toujours cela, donc je vous rappelle, donc toujours, ça c'est une séquence des valeurs qui va aller de 1, 2, 3 jusqu'à 20. Donc au début, dans la première itération, c'est-à-dire ici, donc la valeur de ici 1, donc on va ajouter 1, 1, 0, ça donne 1. Après I passe à 2. Donc on va ajouter 2 à 1, ce qui va donner bien sûr 3. Après I passe à 3. Donc 3 plus 3, ça va donner 6. Après I passe à 4. 4 plus 6, ça va donner 10. Après I passe à 5. 5 plus 10, c'est 15. Jusqu'à 19. Et après, on va ajouter 19 à S. Donc l'ancienne valeur de S, ça va donner 190, et après la dernière valeur de I c'est 20, donc on va ajouter 20 à 190, ce qui va donner vers la fin 210, et la dernière chose c'est l'affichage du résultat. Donc je vais passer maintenant à PageChamp pour vous montrer l'exécution de ce programme. Alors ça c'est notre programme, donc S, ça c'est la première instruction, ça c'est la deuxième, donc j'écris ici une liste, après ça c'est la troisième, après ça c'est la quatrième instruction. Alors on exécute ce programme-là, comme vous pouvez remarquer, la somme des 20, premier antipositif c'est 210. Donc vous pouvez changer ici, donc si vous voulez calculer la somme des 40 premiers nombres positifs, il suffit de préciser ici 41. Et lorsque vous exécutez, vous aurez la valeur suivante, 820, c'est la somme des 40 premiers nombres positifs. Si vous voulez préciser cette valeur-là, par exemple, vous voulez que l'utilisateur entre cette valeur, donc ici on va juste déclarer une variable n, donc de type int. Après on va demander à l'utilisateur d'utiliser input pour afficher un petit message à l'utilisateur et en même temps récupérer la valeur saisie par l'utilisateur via saisir un nombre. Donc ici l'utilisateur va saisir un nombre et en se basant sur ce nombre là, donc on va calculer la somme. Ici lorsque vous précisez la valeur n, vous tombez dans un problème, c'est que I va passer de 1 jusqu'à n-1. Alors, l'idéal toujours, c'est d'ajouter 1. Donc, de 1 jusqu'à n plus 1 pour respecter ce que l'utilisateur va saisir. Et après, vous exécutez ça et vous affichez ça. Donc, je vais vous montrer maintenant le résultat de ce programme. Par exemple, on suppose que l'utilisateur va choisir 4. Alors, on va juste cliquer sur Entrée et vous aurez automatiquement 10. Puisque 1 plus 2, ça va donner 3. Plus 3, ça va donner 6, plus 4, ça va donner 10. Lorsque vous précisez une autre valeur, toujours la possibilité à l'utilisateur de saisir cette valeur. Par exemple, on précise 452, par exemple. Ça va donner cette valeur-là, donc d'une façon toujours automatique. Ça, c'est juste un exemple d'utilisation de la boucle for. Donc, j'espère que vous avez bien compris l'utilisation du boucle for. Bien sûr, il y a une autre playlist en parallèle avec cette playlist qui contient beaucoup d'exercices. L'objectif toujours, c'est de maîtriser l'utilisation des boucles, mais à travers des exercices et des cas pratiques. Donc, on aura l'occasion de discuter ça dans les exercices. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où vous allez découvrir une autre chose à propos de la boucle for. Pour bien comprendre ce qu'on va expliquer après, on va commencer d'abord par un problème. Donc on suppose que l'utilisateur maintenant ne voulait pas calculer la table de multiplication juste de 7, mais voulait savoir la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Alors, vous allez bien sûr proposer une solution. La solution que vous allez proposer en se basant sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de calculer d'abord la table de multiplication de 1, après calculer la table de multiplication de 2, utiliser une autre boucle jusqu'à la valeur 10. Alors, avec un autre terme, lorsqu'on va écrire ce programme-là, au début, on va calculer la table de multiplication de, comme j'ai déjà dit, de 1. Alors, on va juste multiplier m, donc i fois 1. Et après, on affiche la valeur de m. Donc ça, c'est juste la table de multiplication du nombre 1. Si vous voulez afficher la table de multiplication de 2, vous allez juste modifier 1 avec 2. Et vous faites la même chose avec les autres nombres. Et vous aurez à la fin 10 boucles pour afficher les tables de multiplication de 1
jusqu'à 10. Bien sûr, ça, c'est pas une bonne solution. Donc, on doit réfléchir autrement. Pas répéter les choses. Puisque si vous faites une remarque ici, donc ici, on répète 3 instructions plusieurs fois. Alors, comment résoudre ce problème-là? La tactique ou bien la stratégie qu'on va utiliser dans ce cas-là, c'est d'utiliser 2 boucles. Juste 2 boucles, mais d'une façon imbriquée. Qu'est-ce que ça veut dire imbriquée? Alors, il y aura, ça c'est la première boucle et ça c'est la deuxième boucle. Alors, comment utiliser l'imbrication avec les boucles? Donc, on peut l'utiliser de la manière suivante. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'imbrication? L'imbrication, tout simplement, c'est d'écrire une boucle dans une autre instruction qui contient une autre boucle. Alors, la syntaxe est la suivante. Donc, ici, vous allez préciser la première boucle de la manière suivante. For i dans la séquence numéro 1, in, c'est dans. Après, vous allez ajouter 2 points et au niveau de la deuxième instruction, vous ajoutez l'indentation. Et après, vous écrivez votre deuxième boucle, boucle for i in séquence 2, après 2 points, et après vous allez ajouter ces instructions-là. Ici, on a utilisé une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Par exemple, si vous avez ici les instructions, par exemple, on suppose que la séquence numéro 1 contient les valeurs, par exemple, ça juste un exemple, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence, S2 par exemple, ça juste un exemple, contient les valeurs suivantes, par exemple 10, 15, on suppose qu'on a précisé le pas, 20. Alors combien de répétitions nous aurons? La première chose, on va fixer i ici, dans cette instruction-là, donc dans cet élément-là, et on répète g 3 fois, donc 1, 2, 3. Donc vous aurez ici 3 répétitions au niveau du premier élément 1, vous aurez 3 répétitions ici lorsque i passe à 2, donc vous aurez la valeur g à 10, 15, 20. Après i, vous aurez ici aussi 3 autres répétitions et 3 répétitions. Donc au lieu d'avoir 4 répétitions, vous aurez 4 fois 3, ce qui va donner 12 répétitions avec ces 2 boucles. Et après, vous précisez les instructions suivantes après la fin des boucles imbriquées. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette boucle-là dans notre exemple. Alors, la solution ou bien la stratégie qu'on va utiliser est la suivante. Alors, on va d'abord créer 2 boucles. Donc, ça, c'est la première boucle. Ça, c'est la deuxième boucle. Donc, on va utiliser des indices i pour les colonnes et l'indice j pour les lignes. Et on va essayer à chaque fois, après l'utilisation bien sûr de ces 2 boucles imbriquées, donc ça c'est la première boucle et ça c'est la deuxième boucle, la boucle imbriquée, d'afficher à chaque fois la valeur de i fois la valeur de j. Bien sûr, il faut préciser la séquence de i et la séquence de j. Donc i varie entre 1 et 11, donc bien sûr entre 1 et 10, puisque 11 moins 1, la même chose entre 1 et 10. Donc ça c'est la séquence de la variation de j. Et on commence, donc on fixe i et on calcule i fois g. Donc lorsqu'on fixe i au début, par exemple ici, donc i sera, la valeur de i c'est 1, à chaque fois on calcule cette valeur, la multiplication de cette valeur avec les valeurs de g, de 1 jusqu'à 10. Donc par exemple, dans la première itération, donc vous aurez dans la valeur i1 et 1 pour g aussi. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, c'est d'imprimer, d'afficher à l'écran print cette valeur i fois g. Donc vous aurez la valeur 1. Après la même chose pour la deuxième valeur de g, toujours on fixe i et on parcourt les éléments de g, du deuxième séquence, c'est-à-dire où il appartient à g. Donc 1 fois 2 ça va donner 2, 3 jusqu'à 10. Et après, donc ça c'est la fin des éléments de la séquence de g. Automatiquement ici le programme va revenir à la première boucle puisque on utilise la première boucle de i et après dans l'imbrication on utilise g. Donc on termine les éléments de g et on revient à une autre valeur de i. Donc i passe dans ce cas-là à 2 et on calcule la même chose. 2 fois 1 ça va donner 2, 2 fois 2 ça va donner 4, 2 fois 3 ça va donner 6 jusqu'à 2 fois 10 ça va donner 20 et après on passe à 3, 4, on répète les mêmes choses jusqu'à 10 fois 10 ça va donner 100. Maintenant on passe à la solution. Bien sûr, vous allez maintenant écrire le programme qui permet de faire ça. Donc, je vous donne directement la solution. Donc, ça, c'est notre résultat, l'objectif.
Alors, quelles sont les instructions? Premièrement, on va utiliser la première boucle de i qui va parcourir cette séquence-là. C'est les séquences 10 colonnes. Donc, vous pouvez changer ça, donc ça ne changera rien puisqu'on a les mêmes valeurs ici et les mêmes ici. Après, la deuxième boucle, c'est la boucle imbriquée, vient après la boucle donc la première boucle avec toujours l'indentation et toujours les deux points. Il faut faire attention à cela puisque vous aurez des erreurs au moment d'exécution du programme. Et après, bien sûr, vous allez calculer tout simplement m fois, donc ce qui va dans m, c'est i fois g, et après vous allez tout simplement afficher cette valeur là, i donc fois, donc ça c'est juste un texte, fois g, la valeur de g, et à chaque fois vous affichez la valeur de m. Et avec cette manière là, vous aurez vers la fin la table de multiplication. Vous pouvez tester vous-même ce programme là pour afficher le résultat final. Et bien sûr, toujours je reviens à la comparaison. Donc bien sûr, on doit savoir l'importance de l'utilisation des boucles imbriquées. Donc ça c'est la solution sans utiliser les boucles imbriquées, et ça c'est la solution avec les boucles imbriquées. Vous aurez ici uniquement 4 lignes. Ici je pense qu'il y a 3 fois 10, c'est 30 lignes ou bien 30 instructions. Ça, c'est juste 4 lignes de code. Maintenant, je pense que vous avez compris l'intérêt d'utilisation des boucles imbriquées dans ce genre d'exercice. Donc, j'aimerais finir cette vidéo avec, bien sûr, un petit exercice. C'est l'exercice numéro 2. Donc, on va essayer d'écrire un programme qui permet de prendre un nombre L, ça c'est le nombre de lignes, et un nombre C, c'est le nombre qui représente le nombre de colonnes, puis de réaliser un rectangle d'étoiles dont le nombre de L c'est L lignes et C colonnes. Pour bien comprendre cet exercice, l'objectif c'est que l'utilisateur va saisir deux choses, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, donc la valeur de L et la valeur de C, et après on doit afficher un rectangle d'étoiles. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 5 et 8 comme nombre de colonnes, alors vous aurez un rectangle avec 5 lignes et 8 colonnes. Donc ici, si vous calculez, c'est 8. Donc l'exemple, le résultat, c'est le suivant. Donc ici, 5 lignes, comme j'ai déjà dit, et 8 colonnes. Donc ici, ça, c'est 8e colonne. Donc l'objectif, c'est d'afficher ce motif ou bien ce pattern à l'écran de l'ordinateur. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Avant de passer à PyCharm pour programmer le programme, je vous donne donc la méthode qu'on va suivre. D'abord, on sait bien au début, dans ce cas-là, bien sûr, que le nombre de lignes c'est 5 et le nombre de colonnes c'est 8. Donc ça c'est l'utilisateur qui va choisir. Donc on suppose que 5 et 8. Alors notre objectif c'est d'afficher ce table de motifs ou bien ce motif-là, ce pattern-là. Alors la méthode est la suivante. Donc on va créer bien sûr deux boucles. Donc ici pour la première boucle allant de 0 à 4 et le deuxième de 0 jusqu'à 7. Donc ici vous pouvez changer ces valeurs-là. Par exemple 1 jusqu'à 5. Ok, par exemple 1, 2, 3, 4. Ici, je vais commencer de 1 jusqu'à ici 8. Donc ça, c'est à vous de choisir. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs de i et les valeurs de g ne sont pas utilisées dans ce cas-là. Juste, elles nous servent de compter le nombre de répétitions. On ne va pas utiliser la valeur de i ni la valeur de g. Juste, on va donc avoir des répétitions. Ici, nous aurons... Donc, si vous calculez 0 jusqu'à 4, c'est 5 répétitions. 0 jusqu'à 7, c'est 8 répétitions. Ça, c'est ce qu'il est demandé au début. Alors, bien sûr, i appartient à range, donc la séquence de L, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3, 4. Exactement ce qu'on a vu ici, puisque on passe jusqu'à... Donc, lorsqu'on précise L, c'est-à-dire on va aller de 0 jusqu'à L-1. L-1 c'est 4 dans ce cas-là. Et on va faire la même chose avec G. Donc G va aller de 0 jusqu'à C-1. Dans ce cas-là, C-1 c'est 7. À chaque fois, on va essayer d'afficher l'étoile. Donc on ne va pas afficher la valeur de I. Si vous voulez afficher la valeur de I, si vous voulez par exemple afficher ici 1, 2, 3 ou n'importe quoi, il faut faire attention à la séquence. Donc il faut commencer la séquence de 1 jusqu'à par exemple 5 ou ce que vous voulez selon toujours le problème. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de commencer notre boucle. Donc, la première boucle qui va commencer, c'est la boucle qui contient l'indice i. Et
À l'intérieur de cette boucle, il y aura une autre boucle, c'est la boucle qui contient la valeur de G. Ce sont juste des noms, donc vous pouvez choisir, donc changer les noms. Donc lorsqu'on fixe la valeur de I, c'est-à-dire la valeur, dans ce cas, c'est la valeur 0, mais dans notre problème, c'est la première répétition. Dans la première répétition, on va juste afficher la valeur de cette valeur-là, c'est-à-dire on va afficher l'étoile. Donc pour afficher l'étoile, c'est très très simple. Donc il se fait d'utiliser cette instruction print étoile. Et à l'écran, on va afficher l'étoile. Et on passe à la deuxième instruction. Donc maintenant, nous voulons afficher cette étoile-là. Mais il faut faire attention. Lorsque vous exécutez cette code, à l'écran de l'ordinateur bien sûr, nous voulons afficher l'étoile ici. Ça c'est l'écran. Et l'étoile ici. Mais la réalité c'est que l'étoile sera affichée ici. Pourquoi ça? Puisque lorsque vous utilisez automatiquement la première instruction de print permet d'afficher l'étoile, plus il va revenir à la ligne suivante. Donc on va afficher l'étoile et print passe à la ligne suivante. Et nous voulons rester dans la même ligne. Alors il ne faut pas utiliser print de cette manière-là. Il faut utiliser print, la première print, avec la méthode suivante. Print, ça c'est le premier paramètre bien sûr, ça c'est l'étoile qu'on va afficher. Il faut ajouter ce mot-clé. And, lorsque vous précisez and égale double quote, ça permet de faire quoi? Permet d'afficher étoile. Donc je reviens à l'écran. On va afficher l'étoile et on va rester dans la même ligne et on va juste laisser l'espace. Donc cet espace-là, précisé là. Et on affiche bien sûr l'autre valeur avec la même chose, avec la même instruction print. Et on passe comme ça, 2, 3, toujours dans la première répétition de la boucle I. Donc on a répété cette instruction 8 fois. Et on passe à la deuxième répétition, OI égale à 1. Donc on ne va pas utiliser la valeur de I, on va juste afficher comme l'habitude l'étoile. Pour faire ça, il faut faire attention. Lorsque vous passez, donc ici, on suppose qu'on a réussi à afficher à l'écran les étoiles. Donc ici, normalement, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Juste un exemple. Alors ici, avant de passer à cette étoile-là, donc on va terminer cette boucle-là et on va ajouter, donc entre ça, là et là, on va ajouter print qui permet juste de sauter la ligne. Cette print-là, donc print sans aucun paramètre, permet juste de sauter la ligne de la manière suivante. Donc juste on va ajouter ça, cette instruction-là pour passer à la ligne suivante. Et on répète la même chose donc, pour afficher chaque élément du tableau d'étoiles. Donc dans ce cas-là, de rectangle d'étoiles. Et voilà, donc ça c'est la méthode qu'on va suivre. Maintenant je vais passer à la programmation pour vous montrer comment exécuter ou bien comment afficher ce rectangle d'étoiles. Alors la première chose c'est récupérer la valeur de L et après récupérer la valeur de C. Donc je commence avec la valeur de L. Elle reçoit normalement int, donc c'est un nombre entier, donc on va juste demander à l'utilisateur, donc afficher input, donc saisir ou bien entrer, saisir le nombre de lignes. Et on va répéter la même chose avec le nombre de colonnes. Veuillez saisir le nombre de colonnes comme suit. Donc le nombre de colonnes. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est l'utilisation des deux boucles. Donc on a dit que la première boucle for, donc qui contient l'indice i, donc vous pouvez changer i avec un autre indice ou un autre nom, in. Donc la séquence c'est range. Donc tout simplement, on va utiliser L comme expliqué dans avant. Après, on va faire la même chose avec la boucle G. Donc la deuxième boucle, bien la boucle imbriquée. Donc range, après entre deux parenthèses C. Donc ça permet de créer une deuxième séquence. Donc la taille de cette séquence c'est la valeur saisie par l'utilisateur. Et tout simplement, on va afficher comme expliqué l'étoile. Et avec l'étoile, on doit préciser qu'on ne veut pas dans le deuxième affichage passer à la ligne suivante, juste on va rester dans la même ligne. Alors on va ajouter ici end, c'est-à-dire la fin de la ligne, c'est pas de passer à la ligne suivante, mais juste un petit espace.
là, et après, donc maintenant on va juste tester, donc voir comment. Donc c'est bien toujours de tester pour savoir est-ce qu'il a du problème. Donc ici il nous manque une instruction, mais c'est bien de passer à pratique pour vous montrer cette chose qui nous reste. Alors on suppose qu'on a 4 lignes et 3 colonnes. Mais le problème c'est que ces étoiles là s'affichent dans la même ligne. Le problème c'est que lorsqu'on affiche les 4 ici, les 4 étoiles, les premières étoiles, donc on doit passer à la ligne suivante et les 4 suivantes à la ligne suivante, ainsi de suite. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter print, mais print après l'exécution de tous les éléments de la boucle G, c'est-à-dire la boucle imbriquée. Donc on ajoute ici print et après on ajoute juste les étoiles double, donc ici comme là deux guillemets, ou bien juste laisser print vide, ça c'est change à rien, donc juste pour passer à la ligne suivante. Alors donc on va laisser le print comme ça, donc on va ajouter petit espace là, donc on va exécuter, donc on va donner 4 et 6. Maintenant vous aurez votre rectangle d'étoiles, donc ici 4 lignes, ici colonne. Voilà, donc vous pouvez créer d'autres, donc on va préciser par exemple donc 40 20, donc vous aurez ce rectangle là, donc vous pouvez changer pour avoir d'autres résultats. L'objectif toujours c'est de maîtriser l'utilisation des boucles. Bien sûr nous aurons l'occasion dans la partie des exercices de travailler sur ce genre des exercices. Ce genre on l'appelle en anglais pattern, donc on va essayer d'afficher plusieurs patterns, les étoiles, donc des patterns des étoiles comme par exemple les rectangles, les triangles, les diamants et d'autres formes bien sûr dans la partie des exercices. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo où nous avons vu ensemble comment utiliser la boucle for qui permet de répéter une instruction ou bien plusieurs instructions plusieurs fois. Donc le nombre de fois de répétition sont connus à l'avance. Donc pour préciser son nombre de fois, donc on doit utiliser la fonction range. Donc on a vu comment l'utiliser à travers plusieurs exemples. Et après on a vu comment utiliser ce qu'on appelle les boucles imbriquées, c'est-à-dire une boucle à l'intérieur d'une autre